Et donc, je passe la parole à Philippe Chemerifour. Alors, pour les orateurs également, il faut bien mettre le micro, suivre le micro du mouvement de la tête. Et alors, si tu as besoin de pointer, il faut appuyer là longtemps. Mais ce n'est pas très compliqué. L'avancement, c'est là. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Merci à la Direction Générale et merci à tous mes collègues pour l'organisation de cette session. Je crois que c'est un point très important en fait dans notre avancée. Alors, 2 ou 3 propos liminaires. J'ai volontairement mis écosystème. Je n'ai pas mis écosystème local parce que la recherche clinique, c'est une activité aujourd'hui mondiale. On va se limiter à la France. Donc, certains points traiteront de notre écosystème en fait très particulier et des avantages que présente d'avoir sur le même site un SIC, un CRMR, un IHU. D'autres, bon, c'est du fait de fonction que j'ai dans d'autres structures, c'est une approche et une vision de la recherche clinique en 2022. Le deuxième point, c'est que je prendrai 2 points de vue. Je prendrai le point de vue de celui qui essaie de promouvoir une recherche de qualité, mais que pour certains questionnements, je prendrai le point de vue plutôt d'un comité de protection des personnes et un point de vue qui est plus proche de celui des patients. Alors, première des questions qu'on doit toujours se poser, c'est comment je me positionne. C'est quoi aujourd'hui mes forces, mes faiblesses? C'est quoi les opportunités et les menaces? La première difficulté quand on est au Centre national de la vision, c'est à qui on se compare. Parce qu'on n'est pas un CHU, même si on a beaucoup d'hospitaliers universitaires, je refaisais le compte, on est très nombreux, mais on n'a pas une structure de CHU. Et on n'est pas un CH parce qu'on est monodisciplinaire et qu'on a toutes les compétences en interne pour faire beaucoup de choses. Alors, comment on peut voir les choses? Je dirais dans les très grandes forces, on est soutenu par notre direction générale, qui fait un objectif majeur du développement de la recherche clinique. On a des plateformes d'exploration qui sont uniques, et je dis bien uniques, qui ont 2 ou 3 ans d'avance sur tout ce qui existe en Europe et qui sont compétitifs par rapport aux États-Unis. Et on a des professionnels de qualité sur le site. On a toutes les compétences, entre parenthèses, pour réussir à faire de la bonne recherche. Entre les forces et les faiblesses, la communication entre les composantes, c'est toujours la difficulté à partir du moment où on a, on va dire pas loin de 400 personnes, peut-être plus, qui sont impliquées dans la recherche. Eh bien, c'est toujours le passage entre la petite et moyenne entreprise et la grosse entreprise. Il faut améliorer les canaux de communication. Les faiblesses, c'est le dimensionnement de la DRCI aujourd'hui qui est pas à la hauteur de tous les projets que vous nous amenez, mais qui devrait s'améliorer fortement vu les investissements qui seront faits. C'est la gestion du personnel de recherche, parce que le personnel de recherche aujourd'hui, il est très recherché, le marché est très compétitif, et on a du mal, entre parenthèses, à retenir des gens. Et puis il y a des règles, entre parenthèses, qui sont des règles administratives, qui ne sont pas toujours très simples à appliquer pour le personnel de recherche. Et on a un turnover élevé, mais ça, c'est partout. C'est aussi bien dans la restauration que dans nos domaines. Opportunités et menaces. Nos opportunités, c'est un écosystème unique. Ça a été déjà dit, je ne reviendrai pas. Les lois et les règlements, paradoxalement, je vais vous montrer que pour moi, c'est à la limite, c'est un plus pour nous, parce qu'on a une très forte expertise, on est 3 à avoir une très très forte expertise pratiquement sur tous les domaines. Donc bien comprendre en fait les labyrinthes et comment on avance sur ces projets, c'est un avantage. Je parlerai des promoteurs et puis surtout des CRO, c'est-à-dire des prestataires de recherche clinique. C'est un gros changement, entre parenthèses, dans l'environnement depuis 20 ans. Les menaces, eh bien, c'est qu'on n'est pas tout seul comme joueur. Il y a une attractivité qui est non seulement nationale, mais internationale. On est en compétition et il faut le savoir. Donc j'ai un problème de se comparer, c'est difficile. Alors on pourrait se dire, oui, on va se comparer à Mooresfield ou un autre. Mais on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans les mêmes règles du jeu. Deuxième point, c'est que si je compare, il me faut une métrique. Et j'y reviendrai, mais la métrique, c'est très souvent de compter les essais. C'est un petit peu comme si vous me disiez que vous allez choisir une boulangerie en fonction du nombre de baguettes qu'elle va produire. En général, on ne choisit pas la boulangerie par le nombre de baguettes qu'elle va produire, mais par la qualité des baguettes. Et pour moi, c'est la même question. C'est la qualité des recherches qui compte. Alors, vous l'avez déjà entendu, notre direction générale et notre président de CME ont posé dans le projet d'établissement l'ambition 2, qui est de faire
je dirais faire mieux, faire une meilleure recherche de qualité, et la faire connaître et l'intégrer dans les soins. L'intégrer dans les soins, ça veut dire que même quand on est dans une recherche clinique officielle, une partie des actes sont des actes de soins. L'autre partie, c'est des actes spécifiquement demandés par la recherche. Là, on va essayer d'une certaine façon d'inclure le plus possible des patients qui pourraient bénéficier des avancées de la recherche dans des projets. On va promouvoir, et ça c'est aussi une grande nouveauté, on va promouvoir la donnée de santé comme un moteur de nos activités. Depuis le début, c'est-à-dire s'en servir pour identifier les patients qui peuvent être inclus dans des études jusqu'à la fin. Donc on a déjà engagé la personne qui sera chargée de développer une cellule qui travaillera sur l'entrepôt de données de santé et sur la valorisation de nos données. Et puis il faut attirer l'attractivité. Ça va se traduire entre autres, vous l'avez entendu, par l'attribution de prix de recherche. L'écosystème, vous l'avez, un hôpital national reconnu au niveau européen, un IHU unique pour un CH, un institut de la vision avec plus de 200 chercheurs permanents, un centre d'investigation clinique et un centre de référence maladies rares. Et si ça veut bien passer, les 6 actions emblématiques devraient apparaître, si la machine veut bien. Donc, action emblématique, l'entrepôt de données de santé, qu'on espère opérationnel fin 2023 avec des premiers résultats en 2024. La création d'un guichet unique, c'est-à-dire une DRCI qui soit capable de répondre à toutes vos questions, qu'il s'agisse de projets RIPH, non RIPH et j'en passe. Une recherche intégrée aux soins, plus de malades participant à des projets de valeur. Favoriser aussi la recherche et les collaborations avec la recherche en ville, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un médicament et obtenir un bon prix, la HAS demande des études en vie réelle et non pas des études dans un modèle un petit peu trop simplifié. La démarche 15-20 innove et puis une recherche en soins infirmiers. Vous savez que dans le PHRC, il y a le PHRC classique, national, et il y a du PHRC sur des soins infirmiers. Et je dirais, cette année, on a eu le plaisir de déposer notre premier projet de recherche en soins infirmiers, donc, qui a été géré, entre autres, par le docteur François Girmens, et avec un fort investissement d'une infirmière de son équipe. Alors, le titre global, c'était de l'idée aux avancées cliniques. Premier travail, c'est quand on a une idée, c'est de transformer ça en une question. Et c'est, je dirais, le boulot que je mène le plus souvent. C'est le plus difficile. Et malheureusement, c'est là où il faut passer le plus de temps. Une idée, oui, ok, ça pourrait marcher. Il faut la transformer en une question scientifique. Il faut après en tirer un objectif, il faut écrire un critère, dire sur quelle population de patients on va pouvoir l'évaluer, et puis avoir une méthodologie. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une notion de travail en équipe. On ne passe pas de l'idée à un projet de recherche clinique sans avoir un travail en équipe. Un protocole, il faut avoir l'équipe complète. Un protocole, ça fait, moi j'expertise régulièrement des projets qui vont entre 180 voire 250 pages de protocole, sans les annexes. Vous voyez que ça nécessite vraiment l'implication de beaucoup de monde. Derrière un protocole, c'est très bien, mais s'il n'y a pas une planification des opérations, s'il n'y a pas une logistique, vous n'irez pas très loin. Et enfin, comme toujours, le nerf de la guerre, vous pouvez avoir un très bon protocole, une super planification. Si vous n'avez pas le budget, vous n'irez pas très loin. Les données, c'est crucial. Nous, en tant que producteurs de recherche clinique, c'est comme une entreprise. Simplement, on ne fabrique pas un bien, on fabrique un service qui va s'appeler de la donnée. Et cette donnée, on va la structurer. On va passer d'une information, on va structurer ça. Et ça va nous produire, je dirais, des données. Donc, une étape de collecte, une étape, entre parenthèses, de préparation d'une base de données, c'est pour cet après-midi. Donc, je n'irai pas plus loin. Le contrôle qualité, le PAS, c'est le plan d'analyse statistique. Et une valorisation sur laquelle aussi on va faire des efforts, notamment au sein de la DRCI, où on va un peu essayer de se muscler au point de vue de la valorisation, qu'elle soit tant en publication, en propriété intellectuelle et brevet. Il y a 2 messages très forts en bas. C'est la notion de promoteur, qu'aux États-Unis on appelle le sponsor. C'est la personne physique, en fait, ou morale, qui va assumer l'ensemble des obligations légales et qui choisit les investigateurs. Et puis l'investigateur, il a 2 rôles essentiels. Obtenir le consentement informé des patients
et veiller à la sécurité du patient durant tout le cours du déroulement. Les lois, terribles. Comme disaient les Anglais, les 10 commandements, c'est 73 mots. Le dernier texte qu'on a sur les dispositifs médicaux, c'est 104 606. Donc on a une pléthore de textes. Je dirais ça, ce qu'on peut dire, c'est que ça a créé des emplois directs et indirects, parce qu'il faut des personnes maintenant pour comprendre et décoder. On a l'avantage, c'est qu'ici, on a un certain nombre de personnes, enfin j'ai 3 personnes dans l'équipe qui connaissent relativement très bien ces textes. Et non seulement qui connaissent les textes, mais très souvent qui ont lu aussi les discussions, les débats parlementaires, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, et pas uniquement rabâcher le texte. Donc j'ai tendance à dire qu'on est en position de force, je dirais ici. Il n'empêche que cette inflation de texte est assez effrayante et nous mange énormément de temps. La loi Jardé, extrêmement rapidement, c'est un seul cadre pour toutes les recherches qui vont appliquer la personne humaine. Une définition assez précise donc du champ de la loi, un régime d'autorisation avec 3 catégories, un socle. Mais par contre, de temps en temps, je vois le mot simplification et ça me fait toujours peur quand je vois ce terme dans les textes parce que malheureusement, c'est toujours un petit peu plus. Et on va arriver à un premier point qui est qu'est-ce que c'est que la finalité donc, des recherches impliquant la personne humaine. Et vous allez le voir que l'écosystème a changé dans le sens où les finalités sont conçues différemment. Nous, notre finalité, je dirais en tant que médecin et scientifique, c'est d'augmenter, d'améliorer le développement des connaissances biologiques ou médicales pour mieux diagnostiquer, mieux prendre en charge et mieux traiter les patients. C'est la finalité. Vous allez voir que malheureusement, pour d'autres structures, c'est plus une finalité que je dirais de type industriel. Les promoteurs, il y a eu du changement. Donc, moi, j'ai fait ma première recherche en pharmacocinétique en 1980, donc 8 ans avant la première loi Hurier. Les lois autorisent les recherches. Auparavant, faire un prélèvement sanguin, donner un médicament à une personne, c'était contraire au code pénal, puisque ça pouvait être taxé d'empoisonnement volontaire ou coups et blessures à une personne. Donc la loi nous autorise, mais en échange, elle induit des obligations. Ces obligations, elles sont au niveau du promoteur et elles sont au niveau des investigateurs. On a 4 grands types de promoteurs, les sociétés pharmaceutiques, les centres hospitaliers et les CHU dont nous faisons partie. Beaucoup de start-up, avec 2 difficultés, c'est que les start-up ont des assises financières pas très solides, et on voit à moyen court terme, mais on voit rarement de là. Et puis des directions qui sont souvent, on va dire, plus de type financière que de véritables industriels. Et puis il y a un dernier acteur qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est les groupes hospitaliers privés, qui ont compris aussi que la recherche pouvait avoir certains bénéfices. Donc vous voyez que c'est un monde très compétitif. Alors qu'est-ce qui change aussi dans la façon dont les choses sont gérées? Il faut mettre d'un côté les sociétés pharmaceutiques et les start-up, et de l'autre côté, on va mettre les centres hospitaliers. C'est que les sociétés pharmaceutiques et les start-up ont complètement externalisé leur activité de recherche clinique et qu'elles passent en majorité maintenant par ce qu'on appelle des CRO, c'est-à-dire des prestataires. Et ce sont ces prestataires qui sont en contact avec les ministères et agences de tutelle ou les comités de protection des personnes. Ce n'est pas le cas pour les CH. C'est une petite coupure, c'est un petit peu gênant parce que quand on est en contact avec des CRO, on a vraiment l'impression que de temps en temps on envoie un document, ce document va être envoyé. Et on a du mal à comprendre quel est le rôle respectif et quel est le niveau de décision de temps en temps entre une CRO. Alors pour rappeler aussi, on dit toujours recherche clinique, il y a la recherche et le développement clinique. Le développement clinique, c'est un terme que je préfère quand on parle d'essais cliniques, parce que les essais cliniques, c'est un processus qui va de 10 à 15 ans et qui va en gros vous transformer, voilà, petit comprimé qui contient 500 mg d'une substance. Et quand vous aurez dépensé $1 milliard, vous aurez un petit document qui s'appelle un résumé des caractéristiques du produit. C'est-à-dire c'est de l'information. C'est ça, le développement clinique. Ce n'est pas autre chose. C'est transformer une poudre en une forme pharmaceutique et puis obtenir. Quand vous regardez cette diapo, on est assez effaré parce que, alors ce 1 milliard ou 1,5 milliard, j'ai
toujours pas compris d'où vient le chiffre. Je pense qu'il est un peu gonflé parce que les industriels ont tout intérêt à montrer des coûts élevés, entre parenthèses, pour justifier justement de prix élevés. Ce que vous regardez, c'est le nombre d'échecs. Et ce nombre d'échecs, il n'a pas bougé. Je connais bien aussi ces chiffres-là depuis les années 80. C'est à peu près le même taux. Et donc, vous voyez qu'une grande majorité des recherches n'aboutissent pas. Et quand on voit qu'aujourd'hui encore, on a à peine 40% des composés qui passent de la phase 1 à la phase 2, pour moi, c'est assez problématique. Et qu'un tiers des composés avancent de la phase 2 à la phase 3, ça veut dire que 2 fois sur 3, l'étude n'a pas abouti. Donc, une grande partie de ces coûts, c'est des pertes. C'est de l'argent dépensé, entre parenthèses, pour pas grand-chose. J'y reviendrai. Donc, vous voyez que, et il faut rajouter que dans les 9 dernières années, le nombre de produits qui ont réellement atteint le marché a diminué par 2, si mes infos sont bonnes. Alors, c'est une diapo que j'avais initialement préparée, je me rappelle très bien, en 1997, où je disais, voilà, il y a 2 types de recherche. Il y a la recherche pure, les projets académiques, c'est le terme qu'on employait, et puis de l'autre côté, il y a les projets industriels, le développement. La différence, c'est que le projet académique, c'est à l'initiative d'un clinicien, c'est soutenu par des fonds, etc. Donc c'était la recherche pure, et de l'autre côté, voilà. Sauf qu'il faut tout de même savoir que c'est une distinction tout de même un petit peu artificielle, parce que là, il y a certes une finalité scientifique, mais les carrières des hospitalo-universitaires sont faites sur les publications. Et de l'autre façon, je dis aussi que les finalités commerciales, on est bien content d'avoir des produits actifs, que ça crée tout de même des emplois et qu'il y a des partenariats possibles. Donc il faut considérer qu'il n'y a pas une bonne recherche et une mauvaise recherche. Il y a des choses bien des 2 côtés. Les règles d'or d'un bon centre. C'est ma vision un petit peu personnelle, c'est de savoir identifier et recruter les bons patients. Et pour vous aider, c'est une des raisons du développement d'un EDS. C'est d'assurer la qualité des données recueillies. Les mots-clés, c'est fiabilité, authenticité, crédibilité. Quand on fait un audit, on ne va pas par des choses très compliquées. On vérifie simplement que le patient existait bien et qu'il est bienvenu le bonjour. J'ai vu des audits de la FDA où ils sont venus un dimanche. Parce qu'un psychiatre avait, dans des cahiers d'observation, il avait fait des dates d'inclusion le dimanche. Oui, il voyait ses patients le dimanche. Répondre aux études de faisabilité et de sélection, disposer des ressources humaines, de locaux et de plateformes d'exploration certifiées. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Respecter ses engagements. Quand on fait de la recherche pour un industriel, ce qui est tout de même la majorité de nos recherches, il ne veut pas, je dirais, c'est un peu comme quel est le meilleur restaurant dans une gare. Ce n'est pas celui qui vous sert des plats gastronomiques, c'est celui qui va vous servir à temps pour que vous ne ratiez pas votre train. Ici, c'est la même chose. On est en compétition, on n'est pas les seuls. Il faut respecter nos engagements. C'est-à-dire, si on dit qu'on peut inclure 10 patients en 6 mois, il faut le faire. Il faut disposer d'un système documentaire soigné. La règle d'or, c'est tout ce qui s'est passé doit être documenté. Si ce n'est pas documenté, ça n'a pas existé. Disposer d'un système d'information et des outils numériques adéquats à la hauteur de nos ambitions. Bon, c'est un problème un peu générique. Les investissements et les réflexions n'ont peut-être pas été suffisamment poussées, mais ça fera partie des efforts pour les prochaines années. Et je termine dans un cas. Bon investigateur, c'est celui qui sait s'entourer d'une équipe, qui rédige une fiche de délégation des tâches raisonnable et qui doit libérer suffisamment de temps. Et ça, c'est aussi un message extrêmement fort. C'est qu'il ne faut pas oublier que bon nombre de collègues sont submergés par des tâches multiples et qu'il est difficile d'aller plus loin. Ça, c'est juste pour montrer l'univers dans lequel nous sommes, c'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui interviennent avec des lectures, des lisibilités, des appels d'offres qui sont parfois très difficiles. Sur l'hôpital, on a 146 projets à l'heure actuelle en cumul. En promotion interne, 25. En promotion externe, 121. Si je cumule ce que je vais appeler les promotions institutionnelles, soit internes, soit externes, on a un total de 45. Donc on est à peu près à un tiers. Je n'irai pas plus loin parce que c'est très difficile à comparer avec d'autres chiffres.
850 essais cliniques accordés en 2021. C'est sorti il y a 4 jours. C'est à peu près stable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les projets de phase précoce, eh bien, on voit que notre niveau de participation à tous ces projets, il est relativement important. Donc, je n'irai pas dans une analyse quantitative fine, mais je peux dire qualitativement, on a une grande part de nos projets. On a aussi, et c'est assez intéressant, on voit qu'aujourd'hui, dans les DM, qui est un autre secteur qu'on ne fait pas apparaître beaucoup, c'est ce qu'on appelle les investigations cliniques, c'est-à-dire les mesures des performances diagnostiques, et on voit qu'il y a la moitié d'industriels, mais que la moitié des projets sont pris par les institutionnels. Et ça, c'est aussi une piste de développement. Je dirais du fait qu'on a une plateforme technologique de très haute valeur ajoutée, on devrait avoir beaucoup de projets dans ce sens. Et ce qui est très intéressant, ça a été ma surprise, c'est que l'ophtalmologie est très haut en termes du nombre d'essais. 7%. Et j'ai essayé de faire un petit calcul, alors qui est compliqué, parce que eux, ce sont des taux d'incidence, c'est le nombre de nouveaux projets par an. Et nous avons des taux de prévalence, c'est-à-dire un nombre de projets. Là, on est dans une situation où je pense qu'on est vraiment pas mal. J'ai mis, mais ça sera pour ceux qui sont intéressés, les changements qui ont été faits sur ce qu'on appelait les autorisations d'accès compassionnel et d'accès précoce, parce que on a eu cette semaine la première réunion sur des autorisations d'accès précoce pour un produit. Mais ça, c'est de la lecture. Le rôle des CPP et du CTIS, c'est important parce que je participe à un CPP depuis très longtemps. On est en train de vivre une espèce de séparation dans l'évaluation des projets entre une évaluation scientifique d'un côté et une évaluation éthique de l'autre. C'est quelque chose qui me gêne et je reprends simplement l'avis du Conseil national d'éthique de 1984. On ne peut pas évaluer un projet uniquement d'un côté éthique. On est obligé de le faire sur les deux composantes. Si on ne le regarde pas, très souvent, on aura peut-être un projet considéré comme éthique, mais qui peut conduire à des résultats peu robustes et non conclusifs. On peut remercier le plan santé 2030 parce qu'il a augmenté les moyens des CPP pour les membres, mais on a toujours un problème d'assiduité. Je rappelle que les CPP, parce que c'est souvent ça, ne sont pas des comités de protection des protocoles ni des promoteurs. Et que la composition des CPP est très riche et permet de regarder les protocoles sous un introclavie. Donc dire les CPP, ça ralentit les recherches. Si vous avez un avis qui vous est donné avec 3 jours de retard par rapport à un plan de développement qui est de 10 ans, je crois que 3 jours par rapport à 3600, est-ce que ça va vraiment changer les choses, sachant que de temps en temps, les CPP améliorent beaucoup la qualité? Je passe à un niveau plus général. Un point de vue, la recherche clinique, globalement, toutes disciplines confondues, là on n'est plus du tout dans le domaine de l'ophtalmo, on a tout de même des sérieux problèmes. Doug Allman, qui était un des meilleurs biostatisticiens, qui était un pédagogue remarquable, avait déjà écrit en 1994 qu'il fallait moins de recherche et une recherche de meilleure qualité. Même message par Ioannidis en 2014. Je crois que l'expérience récente qu'on a eue de la recherche avec le Covid a bien montré que ce n'est pas terrible. On a gaspillé beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de temps sur des projets. Et en plus, la communication excessive qui a fait décrédibilise, entre parenthèses, l'ensemble du monde impliqué dans cette entreprise. Et je conseille la lecture du dernier document qui montre que non, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Et on pourrait même dire que ça s'est même un petit peu dégradé. Je pense que la faute est avant tout aux journaux. Les journaux scientifiques, pour des tas de raisons, ils ont besoin de papier innovant. Donc passer des travaux de réplication, c'est difficile. Le travail des reviewers, c'est mal reconnu. Et puis la formation en méthodologie, là, je parlais pour ma maison, allez, faites des tests sans comprendre vraiment ce que c'est que la statistique. La statistique, c'est pas faire des tests. En premier, c'est représenter des nuages de points, des données sous un format compréhensible pour un cerveau humain. Et on a une activité de production de la recherche qui est de plus en plus calquée sur celle des firmes. Et en fait, on se focalise sur des procédures et du box ticking. Moi, je suis obligé de remplir, je fais du coche-coche. Est-ce qu'il a bien mis ça? Et on coche. Mais on ne va pas vérifier ce qu'il a mis. La méthodologie,
J'irai pas plus loin. Entre le salami slicing, c'est-à-dire présenter les mêmes séries de malades en plusieurs fois, et puis le arcing, c'est-à-dire regarder les résultats et après poser des hypothèses, je peux vous dire, dans certaines disciplines, c'est difficile. Donc je dis, c'est un très bon papier, je tiendrai. Innovation Santé a étudié tout ça. Ils ont fait un très bon travail. Je crois qu'ils ont repéré la majorité des difficultés et ils ont amené des solutions. Donc ça, on peut les remercier. Renforcer notre capacité de recherche biomédicale, travailler sur la bioproduction, il y a beaucoup de choses. J'ai juste un petit regret, c'est qu'ils n'aient pas été aussi un petit peu focalisés sur les difficultés qu'on a en termes de besoins de ressources humaines. C'est-à-dire, c'est tout de même, ça a été pensé à un niveau peut-être un peu trop haut, mais en pratique, on a des besoins vraiment locaux dans la pratique quotidienne. Mais globalement, on ne peut que se féliciter. Mes messages, c'est qu'un rapport bénéfice-risque aussi dans une étude, ce rapport bénéfice-risque, il est connu à un moment donné, il peut évoluer dans le temps. Il faut toujours se poser la question de savoir, au fur et à mesure que j'avance dans mon étude, est-ce que c'est toujours un rapport favorable pour le patient ? Toujours. Et pour terminer, il faut toujours garder le cap sur la finalité de la recherche clinique. Vous avez vu qu'il y a des finalités qui ont tendance à... Il y a une finalité, si vous allez au ministère de l'Industrie ou à Bercy, on va vous dire qu'il faut faire plus de recherche, parce que ça va créer des emplois et tout ça. Ce n'est pas la finalité réelle de la recherche clinique, c'est de faire de la recherche qui soit utile aux patients. Il ne faut pas tomber dans les dérives d'un scientisme débridé. Je vois de temps en temps des communications sur le point de vue scientifique qui sont un petit peu surprenantes et qui disent « ça y est, on a tout trouvé, on a tout compris ». Veillez à la qualité de l'information et de la communication vis-à-vis des patients. Ça, en 2000, j'avais dit que notre problème dans les 20 ans à venir, ça serait la communication. Communication qui est aussi liée à l'évolution des médias. Maîtriser de façon raisonnable les liens et les conflits d'intérêts potentiels. Pourquoi je dis de façon raisonnable? Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'excès où certaines structures n'ont plus d'experts parce qu'ils ont travaillé avec l'industrie. Oui, ils ont travaillé avec l'industrie, mais parce qu'ils sont bons. Donc si c'est pour trouver ensuite des experts qui n'ont jamais travaillé parce que c'est les moins bons, c'est pas. Et puis poursuivre une politique naturellement d'amélioration continue de nos activités. Ça passera, le cap sur la finalité, ça passera par l'organisation et la mise en place du comité d'orientation stratégique sur la recherche au sein du CHNO. Et la révision de ces orientations et de leur déclinaison opérationnelle régulièrement. Pour ce qui est des dérives du scientisme, alors habituellement on présente toujours des citations ou des commentaires dans le domaine de la philosophie. Moi je vais rester sur mon autre valence, ma valence universitaire, je suis enseignant en physique. Je rappelle toujours que le physicien William Thomson, celui qu'on connaît comme Lord Kelvin, avait dit en 1900 « il n'y a plus rien à découvrir en physique aujourd'hui, tout ce qui reste c'est d'améliorer la précision des mesures ». Manque de bol, 6 mois après, la physique quantique arrive. Donc il faut toujours être très très prudent, notamment dans un domaine, il y a deux ou trois domaines où je dirais, ça y est, on a tout compris, le cancer ça va être guéri, c'est juste 6 mois. Prudence. L'instantanéité. Le problème de la communication aujourd'hui, c'est l'instantanéité. La communication moderne, les médias, les réseaux, les web. Mais ce n'est pas celle que nous avons dans nos horizons temporels. Les activités de recherche clinique, vous avez vu un développement, c'est 10 à 15 ans. Et on va passer maintenant à la prochaine présentation, donc, qui va vous exposer les métiers de la recherche clinique.